Les spécialistes des systèmes politiques s'accordent à dire que les différences individuelles entre les hauts dirigeants ne peuvent être ignorées dans un système politique, mais la nature du système politique, institutionnel, semi-institutionnel ou autoritaire, détermine l'espace que les différences individuelles occupent. Ainsi, le système politique américain est institutionnalisé dans ses grandes lignes, ce qui fait que les différences individuelles entre les dirigeants du système se limitent à des politiques exécutives, tactiques, plutôt qu'à des visions stratégiques. De 1870 à 2020, soit un siècle et demi d'histoire américaine, la proportion de guerre a été répartie entre les présidents à raison de 47% pour les démocrates et 53% pour les républicains. Au Moyen-Orient, 11 présidents, dont 5 démocrates et 6 républicains, se sont succédés depuis la défaite de 1967, qui ont tous promis, dans des déclarations officielles et des conférences internationales, un règlement juste de la question palestinienne sans qu'aucune de ces promesses n'ait été mise en œuvre. Dans le domaine des politiques de blocus et des sanctions économiques au niveau international, de 1914 à 2020, 182 blocus ont été adoptés, conjointement avec d'autres pays ou unilatéralement par les seuls États-Unis, dont 85 sous l'ère républicaine et 95 sous l'ère républicaine et 87 sous l'ère démocrate, soit un rapport de 52,2% contre 47,8%. Quant à l'utilisation du veto contre la condamnation d'Israël, à titre d'exemple, il a été utilisé entre 1972, premier veto américain en faveur d'Israël à l'époque du président républicain Richard Nixon, et 2024, 45 fois, dont 33 sous l'ère républicaine et 12 fois sous l'ère démocrate, dont les 3 dernières sous l'ère du démocrate Joe Biden. À titre de comparaison, les États-Unis ont utilisé 89 fois leur veto sur diverses questions mondiales. Ces indicateurs suffisent peut-être à confirmer la faiblesse de la dimension individuelle face au poids de l'institution, car la politique étrangère américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine, est la même dans son essence et sa stabilité dans la même direction est un indicateur du rôle limité de l'individu, surtout si le président est d'accord avec la majorité du Congrès, comme ce sera le cas au cours des 4 prochaines années avec l'administration Trump. En effet, durant son premier mandat 2016-2020, la culture marchande et le pragmatisme excessif dans la philosophie de gouvernement de Trump constituent la base d'explication de ses orientations futures, mais dans le cadre des contraintes institutionnelles et n'accorde aucune valeur aux principes, à l'éthique, aux valeurs et au droit international, sauf dans la mesure du retour utilitaire de ces aspects. Sa position sur le droit international est très bien présentée dans l'étude L'administration Trump et le droit international de Harold Hongju Ko. Par ailleurs, dans sa campagne électorale, Trump a mis en avant 3 slogans. L'avenir appartient aux patriotes, pas aux mondialistes, c'est-à-dire que l'intérêt américain est au-dessus de tout intérêt humain ou des intérêts des alliés, même ceux du capitalisme mondial. Et le deuxième slogan est d'abandonner l'interventionnisme militaire, sauf en cas d'extrême nécessité, ses promesses d'arrêter les guerres durant son nouveau mandat. Enfin, il veut donner la priorité à l'économie sur tout autre aspect politique, militaire ou autre. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, quelles seront les orientations de la politique étrangère de Donald Trump envers le monde arabe et l'Afrique à l'aune du monde multipolaire en formation? Alors, pour répondre à ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Abdelrahman Haj Nasser, économiste, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique de feu, le président Chedli Benjdi. Abdelrahman Had Nasser, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Je suis content de vous retrouver, monsieur Lal. Euh, Et merci de le votre plaisir. invitation.
Tout le plaisir est pour nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, vu que vous avez, vous, euh, une vision un peu atypique de ce que se raconte généralement dans les médias. Alors, pour ma première question, Monsieur Haj Nasser, Donald Trump ne voit pas l'OTAN d'un œil positif, car il la considère comme un fardeau économique en raison de la dépendance de l'Alliance à l'égard des dépenses de défense des États-Unis. 71% des dépenses de l'OTAN étaient américaines au cours du premier mandat de Trump lui-même, alors que les principaux pays européens n'ont pas répondu aux appels répétés de Trump au cours de sa première présidence et de ses campagnes électorales. Et puis, on a la plupart de ces pays dépensent moins de 2% de leur PIB et il accuse même ces pays de réduire leurs dépenses dans le cadre de l'OTAN au lieu d'atteindre les 2%. Ce qui signifie que nous risquons d'assister à une prise de bec américano-européenne qui pourrait être charnière sur ce point. Alors, pensez-vous que Trump réussira à mener sa politique à l'égard de l'OTAN en dépit du poids de l'État profond US lié au complexe médiatico-militaro-industriel? Et puis, quelles pourraient être les conséquences en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique? Honnêtement, la logique de l'histoire n'est pas celle des êtres humains. Et, et l'histoire a tendance à, évidemment, avoir des petits accidents à se répéter de temps en temps parce qu'il y a des logiques qui sont des logiques séculaires ou millénaires, alors que nous, les êtres humains, quand on fonctionne à très long terme, on fonctionne sur 10 15 ans. Donc, si, bien sûr, ce n'est pas comparable, mais je veux dire, la naissance d'Hitler ou la naissance de Trump, je veux dire, dans l'histoire, correspondent un peu aux mêmes logiques, euh, à des moments clés dans l'histoire de l'humanité récente, où on a un débat entre ce qu'on appelait auparavant les apatrides et les patriotes, et ce qu'on appelle aujourd'hui, pardon, les mondialistes et les souverainistes. Et en réalité, donc, on voit bien que Hitler est le produit des patriotes versus les apatrides. Les apatrides, bien sûr, on a montré du doigt à l'époque les Juifs, mais c'était principalement la City de Londres ou les Anglo-Saxons. Et aujourd'hui, nous avons la naissance de Trump avec son slogan Make America Great Again, donc ou America First, enfin, peu importe. Et avec cette idée que les mondialistes sont à l'intérieur même du système qu'ils essayent de combattre. Donc, la différence avec il y a un siècle, c'est qu'il ne combat pas une capitale qui était Londres, mais il combat à l'intérieur même du système. Parce que l'évolution de l'universalisme a fait que euh, ce qu'on appelle l'Occident encore aujourd'hui a été pris en main par ce qu'on appelle de façon un peu simpliste les sionistes, mais disons qu'ils sont une frange assez particulière du judaïsme en apparence que sont les talmudistes, mais tout ce qu'on appelle aussi par néocons, enfin les néoconservateurs, les ultralibéraux, je ne parle pas des libertariens bien évidemment, qui ont une vision de l'universalisme et du mondialisme qui est une vision de domination absolue. La domination absolue les a menés à faire énormément d'erreurs, notamment après la chute disons, De de l'Union soviétique. l'URSS en 1989, puisque au lieu d'ouvrir les bras, ils ont préféré plutôt être arrogants et à n'intégrer que ceux qui voulaient bien de la soumission. Donc, ils ont fait un faux calcul avec les Chinois en pensant transformer une civilisation de 6000 ans en une société de sous-traitants et à retransformer les Russes en serfs, hein, puisque les Slaves, c'est des serfs par destination.
qui devait juste avoir, on va dire, une grande gendarmerie et ouvrir les réserves du sous-sol aux besoins insatiables donc de cette ultra-minorité qui devait diriger le monde. J'ai parlé des Talmudistes parce que dans les Talmuds, on parle de cette minorité, donc le peuple élu, hein. Le peuple élu n'étant pas que des juifs, mais c'est des ultra riches, hein, et à qui on a promis que le monde serait à leur service et serait des esclaves. Donc nous avons là une espèce de convergence entre une société ultra financiarisée, évidemment, qui voit le monde comme une grande pyramide, avec à la pointe une ultra minorité, et des eschatologiques ou des talmudistes qui pensent que quelqu'un leur a promis un jour qu'ils allaient être les maîtres du monde avec des esclaves à leur service. Évidemment, comme au début du siècle dernier, au début de ce siècle, a vu naître évidemment des pôles différents qui pensaient que le monde n'était pas, que l'histoire n'était pas écrite. Donc, je parle évidemment de ce qui se passe à Moscou, mais aussi de ce qui se passe à Pékin, où on voit le retour, malgré tout, de vieilles civilisations. La civilisation orthodoxe d'une part, la civilisation de confucienne d'autre part, et puis bien sûr, par ailleurs, la civilisation hindouiste qui essaye, tant bien que mal, d'avoir une doctrine à l'image de la doctrine chinoise ou de la doctrine russe. Alors on constatera que la vieille civilisation qu'est l'islam n'est pas encore à ce stade de cette capacité conceptuelle de définir un avenir possible pour elle et d'avoir donc une doctrine. Ce qui fait que euh, la naissance de Trump, elle, est une tentative d'une partie de l'État profond de ne pas disparaître dans les rêves de domination absolue qu'avait l'ancien, disons, l'autre partie de l'État profond qui a dominé le monde, particulièrement les années 80, 90 et 2000. Et donc, Trump représente cette partie qui dit il vaut mieux partager le gâteau que d'essayer de disparaître en pensant qu'on allait conserver l'ensemble du gâteau. C'est la raison pour laquelle Trump dit je vais arrêter la guerre d'Ukraine en un jour. Mais aussi, la notion de gâteau lui fait dire Israël, il n'y a pas de négociation possible. Parce que je veux bien partager l'Europe, mais je ne veux pas partager le Moyen-Orient, le pétrole et le contrôle des routes. Donc, Mhm. nous sommes à ce moment clé de l'histoire du monde où il y a ce débat. Donc, évidemment, quand on dit on règle la guerre d'Ukraine en un jour, ça signifie que l'Europe n'est plus un acteur. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans on va dire, la définition du monde, mais aussi la mise en œuvre d'instruments chez les anglo-saxons, encore à Londres, bien sûr, beaucoup à Washington, c'est que dans le fond, l'Europe, il faut qu'elle paye. Voilà, il faut qu'elle paye la guerre d'Ukraine, mais il faut qu'elle aille beaucoup plus loin dans le fait de payer. Il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle soit désindustrialisée parce que nous n'avons pas confiance dans l'Europe centrale qui est capable de s'unir et de créer une force si elle s'unissait avec la Russie. Mhm. Alors là, nous avons une contradiction fondamentale. C'est que si on veut que la Russie ne soit pas un partenaire privilégié de la Chine, il vaut mieux qu'elle s'allie avec l'Europe centrale. Mais en même temps, dans la culture anglo-saxonne, il est impossible D'accord. d'accepter qu'il y ait ce qu'ils appellent, eux, la Mitteleuropa, ou en tous les cas, la civilisation de l'arbre par rapport à la civilisation de la mer, c'est-à-dire les continentaux par rapport aux maritimes. Oui. Et Alors, donc, on préfère j'aimerais juste, sacrifier l'Europe. Monsieur Hajnassa, s'il vous plaît, c'est très, très important ce que vous avez évoqué. J'aimerais vous poser la deuxième question parce que, alors, on rentre dans le cadre de ce que vous êtes en train de développer, puis je vous laisse continuer votre développement tranquillement. Alors, Trump estime justement que les dépenses américaines pour l'Ukraine dépassent presque le montant total fourni par l'Europe, ce que Trump ne considère pas comme logique,
Il doit donc reconsidérer l'unicité de son pays à supporter ce fardeau. Et il a même prétendu pendant sa campagne électorale pouvoir arrêter la guerre en Ukraine en un jour, ce qui signifie que la Russie sera plus à l'aise sur le front ukrainien et qu'elle y consolidera même ses acquis. Vous me donnerez votre avis sur ça. Et puis la guerre en Ukraine est délégable justement à l'Europe qui s'y est préparée bien avant le début de l'opération militaire spéciale. Alors, justement, dans le sens de ce que vous avez développé, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'est pas indispensable pour Trump car elle n'est pas stratégiquement opportune. Et puis, pourquoi impliquer les pays européens en vertu de l'article 5 du traité atlantique alors qu'ils sont déjà impliqués en vertu d'une réelle soumission militaire, économique et politique? Vous savez, la force de l'Amérique, c'est le dollar, hein, et la capacité d'être un gendarme. L'Amérique, c'est ça. C'est la capacité de faire mal, c'est-à-dire d'avoir une armée et des armes puissantes et un dollar puissant, incontournable. L'Europe a toujours été perçue comme une colonie, hein. On ne va pas revenir à la Deuxième Guerre mondiale, y compris la France qui devait être organisée comme une colonie, si ce n'était quand même le patriotisme autour du général de Gaulle. Mais bon, fermons la parenthèse. La guerre d'Ukraine, l'idée, c'était pas de mettre l'Ukraine dans l'OTAN. L'idée, c'était de créer une guerre d'attrition où s'affaibliraient les Russes et les Allemands. Voilà. Euh, Sauf que la Russie, c'est quand même un pays qui n'a pas l'habitude de perdre des guerres. Ils perdent beaucoup les batailles, mais ils finissent toujours par gagner la guerre. Et donc, après avoir perdu beaucoup de batailles, en tous les cas, en 1989 et puis surtout en 2014, Mhm. et puis en 2020, enfin, je veux dire, tout ça, ça a été des périodes qui ont permis aux élites russes de réfléchir à comment contrer cette opération sous couvert de l'OTAN, mais qui est une opération quand même anglo-saxonne. On a bien vu le rôle particulier qu'a joué Boris Johnson et les Anglais dans cette affaire et le rôle qu'ils jouent jusqu'à présent. Mais l'objectif, c'est affaiblir l'Allemagne et affaiblir la Russie. Bon, cette guerre d'attrition s'est retournée totalement contre l'Allemagne, qui est un pays qui s'affaiblit à vue d'œil, et se retourne aussi contre le monde anglo-saxon parce que euh, on découvre tout d'un coup avec effarement le retard industriel et le retard dans l'ingénierie militaire des États-Unis, tout simplement, qui était le centre de gravité de production de l'armement dans le monde. Et donc, évidemment, à côté de ça, l'avancée de la Russie, mais aussi de la Chine, mais même de pays comme l'Iran et la Corée du Nord. Et donc, cela nécessitait, ou cela nécessite aujourd'hui, on va dire, une ingénierie accélérée de comment éviter l'effondrement de l'Occident. Alors, le paradoxe est là. Vous avez parlé du coût de la dépense, mais vous savez, nous tous, nous particulièrement d'ailleurs, nous les arabo-mauresques, hein, pardon de cette expression un peu ironique, bah, nous finançons la guerre américaine, puisque nous achetons une dette d'un pays qui ne produit pas suffisamment pour rembourser cette dette. Mais nous finançons donc la guerre. Euh, les, euh, les Américains se servent sur la bête, c'est-à-dire qu'ils se servent sur l'Europe. Ils prennent leurs industries et ils les délocalisent chez eux. Il n'y a qu'un seul pays qui échappe à ce pillage, c'est l'Italie. Mais l'Italie, c'est un cas particulier sur lequel il faudrait revenir. Nous n'avons pas le temps, je pense Mhm. maintenant. C'est un cas très particulier. C'est aussi une vieille civilisation. Ils savent se défendre sous une apparence d'un pays faible, bien évidemment. Et donc, quand les Américains disent l'OTAN nous coûte de l'argent, ils disent quoi? Ils disent vous devez passer d'une situation de pays qui compte sur l'armée américaine à une situation de pays qui doivent leurs propres armées.
en réalité à une situation de pays qui doivent nous acheter des armes pour nourrir le complexe militaro-industriel Absolument. américain, puisque Absolument. nous avons détruit la capacité de fabrication des armes en Europe, sauf à une toute petite échelle de la France et de l'Italie, encore une fois. Et donc, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est, bon, vous êtes quand même pas le Maghreb ou le Congo, Kinshasa, donc vous savez produire un peu, mais vous savez produire quoi? La pétrochimie, mais les armes, c'est nous qui allons les fabriquer. Et on a bien vu. En dehors des rafales français, bah, toute l'industrie aéronautique européenne a disparu, hein, Ouais. au profit d'avions américains qui tardent à démontrer leur efficacité. Je parle des Absolument. F-35, évidemment. Donc, nous sommes dans cette situation de monopole, de domination en Occident par les États-Unis sans avoir les moyens industriels. Maintenant, si nous revenons aux moyens financiers, donc les Américains ont mis en place deux armées extraordinaires. D'une part, les GAFAM, c'est-à-dire la capacité de contrôler la pensée, l'information et l'orientation quotidienne des êtres humains à travers le monde, mais à laquelle les Chinois arrivent à bien résister, mais aussi les mégafonds qui sont apparus du jour au lendemain, comme Vanguard ou BlackRock, etc. Enfin, ces mégafonds, BlackRock à lui tout seul, pèse plus que la réserve fédérale américaine. Mhm. Ça, ce sont des armes, c'est-à-dire quand vous avez un fonds, un seul, qui pèse 10 000 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent des trois grands pays européens, vous ne pouvez pas faire face à ce type d'armée. Parce qu'ils vous disent par là que nous pouvons vous racheter. Et d'ailleurs, ils ont acheté l'Ukraine. Ouais. Comme ils ont acheté la plupart des grosses entreprises européennes, sauf l'Italie pour des raisons particulières à l'Italie, sauf le Japon pour des raisons particulières au Japon, parce que l'Italie et le Japon sont des pays très endettés, mais envers eux-mêmes et non pas par rapport à l'étranger. Ouais. Voilà. Et donc, euh, il reste pour les Américains que pour garder la, cette puissance économique, donc à travers les fonds, à travers les GAFAM, il faut que le dollar, évidemment, reste une monnaie incontournable. Et là, la contradiction, elle devient difficile à gérer à l'intérieur même de l'Empire américain, à l'intérieur du complexe américain, parce que, évidemment, le dollar n'a plus de base, sauf celle d'être la monnaie du commerce international et particulièrement celle du pétrole, puisque le pétrole a remplacé l'or comme base de valorisation du dollar. Bon, mais on a vu petit à petit que pour se protéger, protéger leurs revenus futurs, y compris un pays aligné, mais à 100% sur les États-Unis comme l'Arabie saoudite, ils commencent à accepter des yuan parce que les réserves d'Arabie saoudite s'amenuisent à une vitesse vertigineuse. Donc, il faut qu'ils protègent un minimum leurs avoirs futurs. Donc, ils parient sur la monnaie du futur, qui est le yuan, plutôt que le dollar. Ça, ce n'est pas véritablement acceptable pour les États-Unis. C'est la Mhm. raison pour laquelle, dans la guerre de Gaza ou la guerre du Moyen-Orient, la guerre du Liban, ils sont aussi présents parce qu'ils veulent faire peur et pour qu'on accepte leur domination plutôt que de les voir bombarder tous les pays arabes sans exception. Bon, c'est une Donc, guerre qui n'a pas ses débuts, hein. Mais néanmoins, le projet que représente Trump est un projet qui comprend mieux l'avenir. Ils savent que le dollar, que la survie du dollar n'est pas jouée. justement, par rapport à ça, j'aimerais bien donner un peu le topo, justement, parce que c'est très important ce que vous évoquez. Alors, la dette fédérale des États-Unis est passée de 426 milliards de dollars en 1971, c'est-à-dire l'année où le système de Bretton Woods a été mis à mort, à près de 36 000 milliards de dollars aujourd'hui. Et la dette a été multipliée par 82 fois au cours de cette période, alors que le PIB n'a été multiplié que par 26. Et puis,
nous avons l'écart croissant entre la dette et le PIB, signifie qu'il faut de plus en plus de dettes pour créer une croissance artificielle. Et ainsi, donc, le ratio dette-PIB est passé de 39% en 1971 à 122% aujourd'hui. Et puis, avec une simple extrapolation, on pourrait s'attendre à ce que cette dette fédérale atteigne les 40 000 milliards de dollars en 2025. Ceci dans le contexte d'une dette globale dépassant les 103 000 milliards de dollars. Et si l'on rajoute les engagements spéculatifs dans les bourses et tout, il y a à peu près, il faut rajouter 200 000. Donc on arrive à une somme astronomique de plus de 300 000 milliards de dollars. Alors, dépenser des milliers de milliards dans les guerres et ainsi de suite, selon vous, Monsieur Haj Nasser, ces déficits insoutenables et cette dette galopante combinés à une armée en recul, voire en déliquescence dans pas mal de domaines, sont-ils la recette parfaite justement pour la fin de l'Empire et de ses alliés? Et que pourrait faire Trump face à cette situation? Oui, ben, justement, je pense que l'équipe Trump est consciente qu'un PIB de 30 000 milliards ne peut pas rembourser 10 fois sa valeur, hein, pour simplifier. Voilà. En général, on estime qu'on peut rembourser une fois sa valeur, mais pas 10 fois sa valeur. Il n'y a aucune opération magique, hein, ni Gandalf, ni je ne sais pas quel Sahara là peut intervenir pour faire en sorte qu'un individu puisse rembourser 10 fois sa valeur. Parce qu'il se vend sur le marché, il a une valeur, point, elle a dit. Donc, voilà. Donc, tout le monde sait que cette dette n'est pas remboursable, hein. Mais Mhm. c'est la raison, on va dire, pour laquelle notamment quelqu'un comme Elon Musk joue un rôle très important auprès de Trump, plutôt que BlackRock, qui joue un rôle important auprès des démocrates, c'est parce que l'avenir est aux monnaies électroniques. C'est-à-dire que euh, l'ancien schéma, c'était de dire on va créer des instruments comme BlackRock pour enrichir au-delà de l'imaginable les super riches. On a pu remarquer que ces dernières années, particulièrement pendant le Covid, que plus la situation allait mal, moins on produisait, plus les bourses allaient bien. Parce que tout cela était devenu artificiel. Pendant le Covid, on a créé des milliers de milliards de dollars et d'euros. Mais c'est parti où? C'est pas parti dans la poche des classes moyennes. Ni le haut de la classe moyenne, ni le bas de la classe moyenne, et encore moins les poches des pauvres qui, elles, n'arrêtent pas de s'appauvrir. Donc, c'est allé chez les super riches parce que c'est la base du mondialisme tel qu'il a été conçu. Mais l'idée des bitcoins ou des dollars, etc., c'est de dire que dans le fond, eh ben, on va concentrer davantage la richesse non pas sur la base d'une monnaie qui contrôle les flux de marchandises et qui contrôle notamment le pétrole, mais sur la base d'une monnaie qui est contrôlée par sa propre rareté. C'est-à-dire que même l'or n'est pas contrôlé par sa propre rareté, puisque quand même il y a des mines, on produit. Tandis qu'une monnaie totalement artificielle qui est créée sur des algorithmes où on dit bah, il n'y aura pas plus de X unités de cette monnaie, et celui qui arrive à contrôler ce type de monnaie et la circulation de ces monnaies devrait pouvoir contrôler le monde. Alors, il y a plusieurs étages dans cette mécanique. C'est bien sûr, on va dire, il y a le Bitcoin ou le Doge en haut. Et puis, on va créer des espèces de porte-monnaie électroniques pour la population qui ne devra plus disposer de cash. Et on va obtenir avec ces porte-monnaies électroniques ce qu'on n'a pas obtenu avec le Covid, c'est de tenir toute la population par des laisses électroniques. On saura à tout instant ce qu'ils consomment et où ils sont. Bon, ça, c'est un projet, hein, ce n'est pas encore fini. Donc, ce sur quoi travaille Trump,
c'est évidemment d'oublier le dollar. Mhm. Ça ne veut pas dire d'oublier le contrôle des flux de marchandises. Ça Absolument. veut dire créer une nouvelle monnaie qui va devenir indispensable, y compris pour les détenteurs de ressources du sous-sol comme les Arabes ou les Africains. Donc tout le monde va courir pour avoir une D'accord. rémunération Bitcoin. D'accord. Attendez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas que le dollar meure, ce sont les Chinois, un peu les Indiens et les Russes. Parce que eux, ils préfèrent maintenir vivant le dollar, d'abord parce que c'est des clients pour les Chinois. Donc, il faut toujours maintenir vivant le client. Et puis, maintenir un dollar relativement faible que de laisser s'accélérer le temps alors qu'ils ne sont pas forcément encore prêts pour ce type de bataille. Donc, c'est une course contre la montre sur l'état de modernité parce que ni les Russes, ni même les Chinois pour le moment, n'ont les GAFAM. Ah, ouais. Alors, justement, j'aimerais bien un peu revenir à ce que vous avez dit la dernière fois, avant de terminer la première partie de l'émission. C'est sur les relations là des États-Unis et notamment avec la Chine et la Russie. Quand on voit tous les déficits commerciaux qu'il y a actuellement entre la Chine et les États-Unis, comment voyez-vous justement l'évolution des relations entre ces pays, allant de ce que vous voulez d'expliquer concernant à la possibilité de changement de la monnaie et de cette guerre monétaire qui pourrait advenir, voire on peut même être sûr que c'est ça que va faire le nouveau président américain. C'est un problème de technologie. C'est-à-dire, c'est comme la technologie militaire. La Russie a pris les devants en matière de guerre électronique, de la technologie de l'hypersonique, et la furtivité des avions. Mais dans le domaine monétaire et dans le domaine du contrôle de la population, à l'exemple des GAFAM, ben, la Russie n'existe pas. La Russie est encore au 19e siècle, c'est-à-dire le contrôle de l'or, hein, bien sûr qui est nécessaire. Hein. Je suis un partisan de la base réelle pour les monnaies. Et quant à la Chine, bon, le problème de la Chine est un problème aussi interne, de guerre intérieure entre les sociétés étatiques et les sociétés privées. Et donc, le pouvoir central en Chine ont peur de l'existence de sociétés privées chinoises, même s'ils les ont encouragées beaucoup il y a quelques années, qui est la capacité des GAFAM. On a bien vu avec ce qui est arrivé à quelques-uns de leurs chefs d'entreprise qui s'étaient lancés notamment dans la monnaie électronique. Mhm, Je parle d'Alibaba, par exemple. Hein. mhm, Mais néanmoins, bon, ce sont des contradictions pour lesquelles les Chinois trouveront une solution. Mais entre-temps, le retard avec les Américains n'est pas encore, on va dire, comblé. mhm, Il y a aussi un problème de conception de l'avenir. Donc, il y a une démarche bureaucratique qu'on retrouve à la BCE, mais aussi en Chine, qui est de travailler sur une monnaie de banque centrale électronique, hein, les fameuses CNBC. Mais ce sont des démarches bureaucratiques qui sont des démarches de réponse et non pas des démarches d'anticipation sur ce que peut être le futur. Le futur, ce n'est pas juste un problème technique. Est-ce qu'on va utiliser une carte ou un téléphone pour mhm, payer? Le problème, c'est la conception du monde. Est-ce qu'on a mhm, un monde d'esclaves contrôlés par un robot central en utilisant l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on construit une nouvelle civilisation où il y a un minimum d'interaction
je dirais pas démocratique, mais quand même d'interaction avec la population, ses représentants et ce qu'on appelle aujourd'hui les hauts de la classe moyenne. Donc ceci n'a pas fait l'objet de réflexions profondes chez les Chinois comme chez les Russes, de mon point de vue, hein. Mhm. L'autre point faible fondamental des Chinois, particulièrement, mais aussi des Russes, c'est qu'ils ont une vision du monde qui, dans le fond, ne diffère pas de celle de l'Occident anglo-saxon, c'est-à-dire qui est une vision de dominé-dominant. Et on le voit bien dans la conception du commerce. Les Chinois, ils font des routes de la soie, mais pour déverser leurs produits. Or, le colonialisme anglo-saxon a commencé comme ça, c'est-à-dire on a détruit l'Inde en tuant son industrie textile pour déverser les textiles de Manchester. Et on a fait la guerre de l'opium en Chine pour ouvrir de force. Monsieur Hadj Nasser, juste par rapport à ça, les routes de la soie que les Chinois construisent et ce que propose la Russie aussi par rapport au développement réel, au développement physique des pays, notamment du Sud, fait dire justement à ces pays-là que la coopération avec la Chine et la Russie, notamment dans le cadre des BRICS, est différente de ce qu'ils ont eu déjà à voir avec les Occidentaux. Ça, c'est du discours pur, hein. Je veux dire, l'Europe a encore essayé avec l'Union pour la Méditerranée de dire ça, mais dans la réalité, ils refusaient tout transfert technologique. Attendez, moi, je ne vais pas pleurer et dire c'est de la faute des Russes et des Chinois. Chaque pays doit se battre pour son propre développement. Je veux dire, Mhm. on voit bien qu'il y a des pays qui s'en sortent, hein, y compris des pays dans des situations très, très difficiles comme l'Iran. Ils ont une base industrielle solide. Des pays qui étaient conquis et soumis à la pression occidentale, comme la Turquie, qui a une base industrielle solide, le Brésil. Et non, mais je veux dire, c'est trop facile de dire c'est la faute. Néanmoins, quand on analyse la route de la soie chinoise, je suis désolé, je veux dire, les Anglais avaient dominé la mer et eux, ils ont créé des routes terrestres qui, de temps en temps, traversent les mers, mais toujours dans la même logique de déverser leurs marchandises. Je veux dire, il y a une différence entre la démarche chinoise et la démarche d'il y a une trentaine, une quarantaine d'années du Japon. Le Japon en dit, bon, moi je vois très bien quelles sont les limites de l'industrie, c'est que c'est l'émigration. Or, je ne veux pas de travailleurs étrangers chez moi. Et donc, je préfère déplacer des unités de production dans les pays où il y a des excédents de réserve. On a bien vu où ils ont déplacé leurs unités de production. La Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, ils ont partagé un minimum de l'échelle de valeur. Je ne le vois pas avec les Chinois et je ne le vois pas avec les Russes. Alors là, pas du tout dans les domaines qu'ils maîtrisent. Il a fallu beaucoup de pression de la part des Indiens pour avoir quand même un peu d'industrie militaire en Inde, enfin, d'industrie militaire russe en Inde. Et l'Inde, ce n'est pas un tout petit pays, hein. L'Algérie est un très gros acheteur, ben on fabrique rien. Je veux dire, bon, les Kalachnikov, ce n'est pas de l'industrie. Enfin, on est dans la base même. Mais ça, ce n'est pas de la faute de la Russie ou de la Chine, hein. Je veux dire, je constate qu'ils ont une politique calquée sur l'ancien monde. Ce n'est pas parce qu'on a une nouvelle route qu'on a une nouvelle politique. Mais je constate aussi que nos pays, hein, je vais parler de l'Algérie, nous sommes toujours dans une relation de dominier que nous acceptons de bon gré ou mal gré, je n'en sais rien, mais c'est un constat. Donc, D'accord. dans ce cadre-là, évidemment, encore une fois, avec intelligence, et d'ailleurs l'ancien président Medvedev l'a dit il y a quelques jours, il a dit nous devons maintenir le dollar, nous devons aider à ce que l'Amérique ne sombre pas. Entre parenthèses, nous ne voulons pas encore de la disparition du dollar. Et les Chinois, évidemment, mais 1 million de fois plus que les Russes, ne veulent pas encore de la disparition du dollar. D'abord parce qu'ils en ont beaucoup chez eux. Absolument. Et ensuite, 3 400 milliards de absolument. Et réserves. puis ensuite, c'est du crédit à la consommation, c'est-à-dire le crédit à la consommation sert à maintenir vivant le consommateur.
Or, leurs plus grands acheteurs, c'est d'abord les États-Unis, l'Europe, et puis le reste du monde. Mais avant que le tiers-monde ne prenne la relève de l'Occident, il va se passer beaucoup de temps. Et d'autant plus de temps qu'on n'a pas conçu les routes de la soie, quelles qu'elles soient, que ce soit l'Est-Ouest à la chinoise ou le Nord-Sud à la russe, comme étant des routes non pas de déversoir de marchandises, mais comme étant des routes de diffusion du développement. Vous savez, quand vous faites des routes en Asie centrale ou des routes en Afrique où tous les travailleurs sont chinois, ça n'a pas de sens. Mhm. Quel que soit le Absolument. niveau de faiblesse de productivité des travailleurs arabes ou africains ou kazakhs, etc., il vaut mieux perdre du temps et apprendre aux gens à être beaucoup plus productifs, quelle que soit la méthode de leur apprentissage, que d'aller vite et puis après, dans le fond, de créer chez chez ces populations qui ne vous connaissaient pas un sentiment justement de frustration. D'accord. Ça, c'est Bien. étonnant. Bien. Alors maintenant, j'aimerais passer aux deux autres sujets, c'est le Moyen-Orient et puis l'Afrique pour finir. Euh, il semble que Trump exploitera les tendances politiques iraniennes pour approfondir les préoccupations du Golfe. C'est ce que nous avons vu dans son premier mandat, afin de pratiquer le chantage avec les régimes arabes du Golfe, auxquels il a déjà dit haut et fort que si nous vous abandonnons, les forces iraniennes seront dans vos capitales en quelques minutes. Ce qui signifie que ces pays du Golfe donc, doivent contribuer à faire tourner la roue des revenus du complexe militaro-industriel américain. Et dans la première période de Trump, le taux de dépenses justement de défense saoudienne en pourcentage du PIB était de 9,6, mais dans les années qui ont suivi la première période de Trump, il a diminué à 7,5%, ce qui signifie que la période de Trump dépasse la période post d'environ 2%. Et puis, il y a aussi, d'autre part, toute nouvelle tentative de l'Iran de relancer l'accord nucléaire que Trump a annulé lors de son premier mandat tombera apparemment dans l'oreille d'un sourd. On voit la composition de son administration, composée de sionistes et d'anti-iraniens et anti-chinois viscéraux. Et ce qui pourrait pousser l'Iran justement à adopter une politique de changement de la stratégie nucléaire de l'Iran, comme l'a déclaré Kamal Kharazi, conseiller du dirigeant iranien, le 1er novembre 2024. Ce qui pourrait compliquer davantage les choses pour Trump dans l'optique de ne pas s'impliquer directement dans les guerres du Moyen-Orient. Alors, comment analysez-vous cette question allant des résultats du dernier sommet arabe à Riyad, où on a vu l'Arabie saoudite soutenir l'Iran et demandant aux États occidentaux de respecter sa souveraineté, et à Israël aussi. D'abord, dans tous les pays, vous avez les mêmes débats mondialistes, souverainistes, hein, y Mhm. compris dans tous les pays arabes, Absolument. y compris en Arabie saoudite. Je parle de pays qui ont une certaine existence réelle. Vous avez des pays qui ne sont, qui sont d'abord considérés comme étant des coffres-forts. Donc, quand on a besoin d'argent, bah, on va se servir dans les Émirats euh, ou en Arabie saoudite. Après, quels moyens utilise-t-on pour ouvrir le coffre-fort? C'est secondaire. Les Émirats arabes unis, pour des raisons qui leur appartiennent, après l'élimination de Sheikh Khalifa, qui était le fils de l'émir Zayd, qui lui était quand même, qui avait beaucoup d'intelligence, est devenu un pays géré complètement par les sionistes, hein, les Émirats. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas conscience de leur intérêt, c'est un calcul qu'ils ont fait. Bon. Mais c'est quoi l'économie coffre-fort? Ça veut dire que quand on a besoin de liquidités pour créer des problèmes en Afrique ou en Asie centrale, quand on a besoin des liquidités pour faire fonctionner pendant les périodes de paix le complexe militaro-industriel, quand on a besoin d'argent pour financer des recherches d'hydrocarbures aux États-Unis pour le gaz de schiste, etc.
on crée une situation qui nous permet d'accéder au coffre-fort. Ce qui prouve que ces pays ben, n'ont pas de base populaire, n'ont pas de crédibilité populaire, n'ont pas de légitimité populaire, parce que les régimes sont construits de telle façon à ce que la société est soumise à une domination très très dure, qui fait qu'il n'y a pas d'expression populaire. Il y a par contre l'expression comment dire, d'une corruption généralisée, c'est-à-dire qu'on noie la population sous les bienfaits de la corruption pour les empêcher de comprendre ce que sont les bienfaits de la liberté. Et donc, ce qui fait que ce coffre-fort est toujours accessible aux dominants. Alors, le débat autour de l'Iran est un débat intéressant parce que l'Iran, ce n'est pas ce qu'on pense. En Iran, il y a les pro-occidentaux, donc, et qui sont d'ailleurs pro-israéliens et pro-américains d'abord, et puis, il y a les patriotes, toujours, donc les internationalistes, les souverainistes. On a bien vu que pendant la Trump premier mandat, que le dirigeant des gardiens de la révolution, Soleimani, celui qui était un grand conceptuel, qui avait développé la doctrine de la défense par des proxys, mais aussi des proxys qui avaient une capacité d'autonomie, c'est-à-dire que le Hezbollah, ce n'était pas des divisions iraniennes, c'était des divisions pour le Liban, mais qui protégeaient en même temps l'Iran. Et c'était le cas aussi, bien évidemment, du Yémen et de l'Irak. Bon, le Hamas est un cas très, très particulier. Ça demanderait d'autres développements et je ne pense pas qu'on ait le temps. Et Trump a obtenu de ses amis iraniens, ou les amis iraniens ont obtenu de Trump qu'il élimine Soleimani. Parce que Soleimani avait pris trop de pouvoir, étant donné son efficacité, le succès qu'il avait eu sur le terrain avec tous ces instruments qu'il avait développés autour du Golfe, mais autour d'Israël aussi. Parce qu'il est clair que pour avoir de la puissance, pour pouvoir négocier avec les États-Unis, il faut pouvoir remettre en cause leur mainmise sur la région et leur mainmise à travers Israël. Donc ça, Soleimani l'a parfaitement réuni. Ça n'arrangeait pas les pro-occidentaux à l'image avant de Rafsanjani et puis ceux qui sont venus plus tard et celui qui est au pouvoir actuellement. Donc à l'époque, ils ont offert Soleimani qui a été liquidé et en contrepartie, on a permis à l'Iran de bombarder des bases vides. Voilà. Et donc, il y a ce jeu permanent irano-américain, oublions tout ce qu'on nous dit, etc. La réalité est celle-là, c'est que vous avez un débat interne, mais cela étant, l'Iran, encore une fois, c'est aussi une civilisation qui se réveille et qui s'est donné les moyens, comme la Turquie, d'avoir une base industrielle. Et la base industrielle, elle est souvent d'abord une base industrielle militaire. Et donc, effectivement, elle rend service. Elle rend service aux États-Unis parce qu'avec l'Iran, on fait peur aux Arabes. Mais les Chinois qui ont une autre conscience du monde et qui ne sont pas des guerriers, même s'ils ont les moyens de se défendre aujourd'hui, ont préféré expliquer aux Séoudiens que le yuan peut-être protégerait leur avenir, mais aussi que le développement des relations de bon voisinage avec l'Iran était plus intéressant que d'avoir un protectorat lourd américain pour se défendre contre l'Iran, étant donné qu'il vaut mieux s'associer aux Iraniens non américanophiles plutôt que de tomber dans le piège, oui c'est ça, américanophobe, plutôt que de tomber dans le piège, je veux dire, de la guerre avec l'Iran, que de toute façon ils ne pourront pas, auquel ils ne pourront pas faire face. On a bien vu dernièrement quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Houthis, qui n'est pas un nom sympathique, Ansar Allah, donc cette partie du Yémen que les anglo-saxons n'ont pas arrêté de bombarder, d'abord
par l'intermédiaire de cette coalition autour de l'Arabie saoudite et ensuite directement par les Américains et les Anglais, bah, les Houthis, ils ont mis à mal toute une flotte américaine Absolument. composée de destroyers, aussi d'un porte-avions, etc., qui ont dû s'éloigner des côtes. C'est quand même extraordinaire. Donc, évidemment, Qui aurait ceci pu penser ça? n'a personne. Personne n'a pensé ça. 2 ans ou 3 ans, hein, pas 10 Il ans, y hein. a même quelques mois, parce que, évidemment, Absolument. après que ces armes proviennent de Russie ou de je ne sais pas qui, c'est secondaire. Je veux dire, c'est quand même des va-nu-pieds tels qu'ils sont vus par l'Occident qui maîtrisent de toute façon ce type d'armes. Donc, cela donne à réfléchir, quel que soit le degré de protectorat qu'a l'Occident sur le Golfe, ça donne à réfléchir aux gens du Golfe, parce que si un porte-avions a pu être touché, il est bien évident que n'importe quelle partie du territoire saoudien ou émirati peut être tenue. Donc, c'est pas simple. Je veux dire, quel que soit le degré de domination qu'a l'Occident sur la région, l'Iran est un acteur qui a ses propres contradictions internes, parce que dans le fond, les pro-occidentaux, les anti-occidentaux, ben, ils sont dans une bagarre permanente, ce qui correspond aussi à l'évolution de la société iranienne. Les Russes, les Chinois jouent à l'intérieur de l'Iran et avec les Iraniens, ce qui est leur rôle. D'ailleurs, toutes les grandes puissances ont intérêt à jouer. Néanmoins, c'est quand même le réveil de la Perse, comme c'est le réveil de la Turquie, de la même façon qu'on a assisté préalablement au réveil d'autres civilisations. Donc on a quand même en embuscade l'Inde qui est assez avancée, puis la Perse, puis la Turquie. Dans ce monde-là, ceux qui ont des difficultés à se réveiller parce que personne ne l'autorisera, c'est le monde arabe. Et donc, dans sa partie centrale, autour du Golfe, où on a le Chem d'un côté, c'est-à-dire la Syrie, Liban, Palestine, une partie de l'Irak d'un côté, et puis l'Égypte de l'autre. Alors, à l'extrême du monde arabe, nous avons le Maghreb. Bon, le Maghreb, bah, la solution a été trouvée, elle est toute simple. Une guerre créée artificiellement par les Français entre le Maroc et l'Algérie qui est maintenue avec beaucoup de moyens depuis l'indépendance. En réalité, hein, elle n'a pas commencé en 75 avec l'affaire du Sahara occidental, elle a commencé en 63 déjà et elle est maintenue, elle est très bien entretenue. Donc ça empêche le réveil de ce qui fut dans le passé l'Andalousie, c'est-à-dire qui est une partie importante de créativité du monde arabo-musulman. Parce que le monde arabo-musulman est un monde dont la richesse vient comment dire, de ses banlieues et non pas de son centre de gravité qui était auparavant le désert. Umbad qui est devenu le Shem, mais plus tard c'est venu plutôt de l'islam indien. Justement, Monsieur Haj Nasser, j'aimerais bien vous poser la dernière question, et parce que c'est très très important ce que vous êtes en train de dire. Si je le rajoute à ce que vous avez dit au début par rapport à ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, parce que c'est pas un président qui va changer tout un pays s'il n'y a pas un changement de paradigme déjà à l'intérieur des États-Unis pour espérer qu'il y ait un changement à l'extérieur, en dehors des forces centrifuges de l'État profond. Mais par rapport au monde arabe et aux Africains, le problème, et j'aimerais avoir votre avis, si vous le partagez avec moi, le problème méthodologique, donc, dans l'analyse des politiques arabes et africaines, est de considérer des parties tierces étrangères, comme par exemple les États-Unis, comme la principale variable dans l'élaboration des règlements. Et en réalité, c'est la poursuite ou le changement des politiques arabes et africaines qui détermine normalement la forme des règlements à venir, d'où la nécessité de poser la question suivante. Donc, ce président pragmatique américain ne répondra que dans la mesure où il en tirera profit, car il est libre de toute considération de valeur, ce qui signifie que nous devons répondre à la question centrale qui est la suivante. Les Arabes, les musulmans, les Africains utilisent-ils leurs ressources naturelles? Et les Arabes, les musulmans et les Africains utilisent-ils leurs nombreuses possibilités
pour forcer ou séduire ce pragmatique président américain à changer d'orientation vis-à-vis de leur région et se donner les moyens de se développer. Honnêtement, tout le monde s'en fout, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions sur Trump ou sur n'importe qui, hein, Mhm. ou le dirigeant chinois. Il y a les Africains, tout ça, tout le monde s'en balance. Mais néanmoins, il y a des conditions objectives. Parce que ce qui caractérise l'Afrique et le monde arabe, c'est qu'il n'y a pas la notion d'intérêt général, il n'y a que la notion d'intérêt individuel. C'est-à-dire que l'enrichissement personnel et la corruption priment sur la richesse du groupe ou de l'ensemble de la nation. Ce qui change maintenant, et qui est quelque chose de positif, on va dire, pour nous, c'est que les anglo-saxons, il y a 4 siècles, et puis tout ça a été approfondi il y a 3 siècles, sont venus avec une idée simple, la liberté et le droit. Donc, et le droit, c'était même pas nécessaire qu'il soit écrit. Il fallait que le droit s'applique pour que la liberté puisse être, on va dire, le droit de tout le monde. C'est-à-dire qu'on pouvait créer son entreprise, avoir un titre de propriété, etc., parce qu'il y avait du droit. Il se trouve que l'utilisation du droit est passée d'un droit écrit à ce que les anglo-saxons appellent maintenant un monde régi par des règles et non pas un monde régi par le droit. Ça veut dire quoi un Mhm. monde régi par des règles? Ah ouais. Ça veut dire que le droit, tel qu'il a été écrit, se retournant contre nous, anglo-saxons, eh ben, on va inventer de nouvelles règles. Et l'erreur américaine, évidemment, qui leur est fatale, c'est la loi arbitraire qui consiste à dire si vous utilisez le dollar, eh ben, c'est le juge américain qui prédomine et qui Mhm. détermine la jurisprudence et non pas la juridiction internationale. C'est Donc, l'extraterritorialité de... l'extraterritorialité. Ceci c'est la mort du monde anglo-saxon et la mort du monde occidental. Et puis, cela implique un changement du modèle de comportement de ce que signifie l'intérêt individuel. Pourquoi? Parce que si vous êtes un voleur, ben, vous volez quoi? Vous volez de l'argent pour acheter des titres de propriété, pour soi-disant préserver l'avenir des générations de vos enfants, mais aussi juste pour vous amuser, parce que dans le fond, personne ne tire vraiment profit de cet argent. Néanmoins, cet argent va dans des institutions financières qui sont régies par le droit. Mais s'il n'y a pas de droit, si vous n'êtes pas protégé de cet argent très honnêtement volé, parce que vous êtes à la tête d'un pays et vous croyez que ce pays vous appartient. Donc, s'il n'y a Très pas de belle droit, image. C'est une très belle image. vous voyez, si le compte que vous avez ouvert en Suisse, puis plus tard à Dubaï ou à Hong Kong, ben, n'obéit pas à la loi, ben, il va obéir à quoi? Donc, les Américains, ayant détruit l'assurance que vous êtes protégé par le secret bancaire, que vous êtes protégé par les tribunaux de commerce ou le tribunal tout court, amènent petit à petit les gens à essayer de chercher d'autres formes de protection. Peut-être qu'elle les amènera à comprendre que la meilleure protection, c'est la légitimité populaire. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade de réflexion dans les pays arabes, dans certains pays arabes et en Afrique, parce qu'il n'y a pas ce niveau de conceptuel chez les dirigeants. Et puis parce que, euh, comment dire, il y a l'âge des dirigeants qui est assez avancé, d'une part, donc ils n'ont pas cette culture, et d'autre part, le système de connaissance internationale tel qu'il a été prôné par l'UNESCO est un système qui a consisté, qui consiste à former énormément de gens, mais qui sont aptes à lire des modes d'emploi, des revues, mais surtout pas à réfléchir. Et or, pour arriver à ce niveau de perception de la réalité du monde et du droit, il faut quand même réfléchir beaucoup. Néanmoins, tel que le droit a commencé à s'appliquer aujourd'hui dans le monde occidental, c'est-à-dire l'arbitraire qui prend le pas
sur le droit écrit fait que malgré tout, même les plus tarés se sont mis à réfléchir. Et on le voit bien, je veux dire, il y a beaucoup de réactions aujourd'hui en Afrique, des gens qui se disent, bon, l'avenir n'est pas là où on le pensait, même à titre individuel. Parce que vous avez eu des réactions stupides, je veux dire, en France, on s'est attaqué au fils d'un dictateur parce que ce dictateur de Guinée équatoriale avait conseillé à l'ancien dictateur de République centrafricaine de se détourner des Français pour aller vers les Chinois. Bon, sauf que le fils, lui, bah, il a acheté des appartements et des voitures de luxe en son nom. Je veux dire, on s'entend, on lui a pas dit d'où vient cet argent. Ouais, On ouais. l'a attaqué ex post sur une base qui est fausse. Donc, vous voyez, ceci crée des systèmes de perturbation dans la gestion du patrimoine et dans la gestion du droit. Donc, c'est porteur quand même de changements comportementaux. Voilà. D'accord. Abdelrahman Hadj Nassar, je vous remercie encore une fois pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique, justement, pour les pays, en moins pour les pays arabes et les pays africains, et ses conséquences dans toutes ces facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir. Merci.